Allez messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le président Macky Sall démissionne de son poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète. La raison avancée est qu'il a été désigné tête de liste de la coalition Takku Wallo Sénégal pour les élections législatives. Les cris du cœur des parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Ils demandent aux autorités en cette veille de rentrée scolaire d'accéder à une éducation inclusive, l'application des conventions et la baisse des prix de soins. Vous les entendrez dans cette édition. Journée de mobilisation pour le nettoyage des écoles. Les acteurs du centre de qualification professionnelle et les populations de Hann veulent en profiter pour inculquer aux enfants des valeurs de citoyenneté. Reportage à suivre dans ce 20h. Nous reviendrons également largement sur cette journée de nettoiement. Licenciement de 44 agents du ministère des Mines et du Pétrole. Le ministre Birame Souleye Diop dit être dans ses droits. Des propos tenus à l'occasion justement de cette journée de mobilisation citoyenne. Setal Sonoré, vous l'entendrez dans ce 20h. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Macky Sall qui a démissionné de son poste d'envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P. Selon les raisons avancées par l'ancien président de la République du Sénégal, il a été désigné tête de liste de l'Alliance Takku Wallo Sénégal pour les élections législatives anticipées qui auront lieu ce 17 novembre. Et ce poste, dit-il, est incompatible avec ses fonctions d'envoyé spécial du 4P. Journée internationale de paralysie cérébrale. Les parents lancent un appel aux autorités en cette veille d'ouverture des classes pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école. L'accès à l'éducation inclusive et spécialisée, donc leur vœu le plus absolu. Ces parents réclament l'application également des conventions et la baisse des prix, du prix des soins. Un reportage signé Pape Faraning avec les images de Ahmadouba. C'est Al-Sounou École, le CNQP n'est pas en reste. Le directeur général, ses collaborateurs et les apprenants, avec l'appui de la SONAGED, de la direction des matériels des armées, ont... Ils sont nombreux ce matin à donner de leur sang pour sauver des vies. Une activité à l'occasion de l'anniversaire de leur idole. Ce sont les membres de la... Ils sont nombreux ce matin à donner de leur sang pour sauver des vies. Une activité à l'occasion de l'anniversaire de leur idole. Ce sont les membres... Ce n'est pas le bon élément, certainement. Nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Inculquer à nos enfants des valeurs de citoyenneté, telle doit être la finalité de la journée de mobilisation pour le nettoyage des écoles. C'est la conviction des acteurs du centre de qualification professionnelle et des populations de Hann. Ce matin, le CNQP, le lycée de Hann, ont été rendus propres pour permettre aux élèves et aux corps enseignants de bien démarrer l'année scolaire. Un reportage signé Alassane Ba et Ahmadouba. C'est Al-Sounou École, le CNQP n'est pas en reste. Le directeur général, ses collaborateurs et les apprenants, avec l'appui de la SONAGED, de la direction des matériels des armées, ont voulu marquer cette journée d'investissement humain. Cette journée est dédiée exclusivement aux établissements et organisée en concomitance avec les trois ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes là aujourd'hui au niveau du CNQP pour marquer cette journée d'envergure. Cette journée dépasse une journée de propriété parce qu'elle marque un engagement profond envers la communauté, envers les citoyens et envers aussi notre environnement. Nous avons essayé de marquer cette journée en nettoyant les artères, les ateliers, les centres de formation avant la rentrée des classes. L'objectif est de préparer les apprenants pour une bonne rentrée des classes. Parce que comme vous le savez, un environnement sain est un élément fondamental pour le démarrage des enseignements-apprentissages. Il est heureux de constater que le CNQP, quand même, il faut le dire, a compris cela assez tôt. Parce que je crois que vos caméras l'ont saisi. Nous sommes dans un centre verdoyant avec des jardins. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui présentent cet aspect-là. Il s'agira simplement de consolider ce qui existe. La même mobilisation et les mêmes actions ont été notées au lycée de Hann. Ici, la section communale de PASTEF, avec les habitants de la commune, se sont investis pour permettre aux corps enseignants et aux apprenants de bien démarrer l'année scolaire.
il faut transmettre aux élèves des valeurs. Il faut initier les élèves à la citoyenneté. Donc je pense que cet événement vient à son heure. Les élèves d'aujourd'hui seront les cadres de demain et c'est d'ores et déjà qu'il faut les former à la citoyenneté. Donc c'est une activité qu'il faut pérenniser et pérenniser encore. Pourquoi? Pour que ce soit vraiment inscrit dans les registres scolaires. Effectivement, avec au démarrage, que toutes les conditions soient réunies pour que nos enfants puissent démarrer les cours à temps. Voilà tout l'objet en fait, de cette journée d'engagement citoyen ici dans ce lycée de Hann. Cette journée de mobilisation va permettre à tous les acteurs de l'éducation de pouvoir démarrer l'année scolaire dans un environnement propice. À l'école Gracianette de Saint-Louis, la mobilisation a été exceptionnelle. L'école a retrouvé son lustre d'antan. Le gouverneur de la région a profité de cette journée pour appeler la communauté à la mobilisation. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Sek. Hier, l'école Gracianette de Saint-Louis était dans cet état. Les ordures occupaient le lieu. Mais aujourd'hui, grâce à l'appui de bonne volonté et l'équipe déployée par un ancien élève, l'école est propre après quelques heures de travail. C'est à notre premier partenaire, M. Mamadou Gueye, on a pu vraiment nettoyer toute l'école. Et toutes les classes aussi sont prêtes à recevoir les élèves. Donc, nous lançons maintenant un appel aux élèves pour qu'ils soient aussi disciplinés sur le plan de l'hygiène et de la propreté. La journée était largement suivie dans la vieille ville. Presque toutes les écoles ont été nettoyées. Le gouverneur de la région de Saint-Louis a aussi invité la communauté à s'approprier de cette initiative pour rendre propres les écoles sénégalaises. Répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a voulu que cette journée soit consacrée au nettoiement des établissements scolaires. Non seulement à leur nettoiement, mais également à leur embellissement, à leur mise en condition pour que la rentrée se déroule dans d'excellentes conditions. À Saint-Louis, les forces de défense et de sécurité ont été bien présentes. Même les élèves étaient là pour prêter main forte aux acteurs. Nous allons dans la région de Kaffrine. 153 écoles ont été nettoyées et désherbées à ce jour, selon le ministre secrétaire d'État à l'urbanisme Momata Landao, qui invite les parents d'élèves à libérer les potages qui sont encore dans les champs pour qu'ils puissent préparer la rentrée scolaire. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ndei Awabey et El Haji Amamgoro Bilal. Les résultats que nous avons obtenus ici aujourd'hui sont des résultats très satisfaisants parce que sur 213 écoles sur la région, on a pu nettoyer 153 écoles, soit un taux de 72%. Il reste que 60 écoles en tout cas nettoyées et ces écoles sont en cours de nettoyage. Donc d'ici la rentrée le lundi 7, certainement on aura un taux beaucoup plus satisfaisant qui sera aux alentours de 90%. Cela montre les résultats satisfaisants, que Kaffrine est prêt, toute la région est prête pour la rentrée scolaire dans de bonnes conditions, avec un environnement scolaire bien assaini. Et nous demandons aux parents d'élèves déjà que tous les élèves soient libérés parce que l'inscription ne constitue plus un handicap pour venir à la rentrée scolaire. Donc nous demandons aux parents d'élèves de se mobiliser. Également, nous demandons au gouvernement scolaire aussi de continuer ce travail de nettoiement. Les résultats que nous avons... Ziguinchor n'était pas en reste. Chertigan Gueye a pris part aux travaux de nettoyage de plusieurs établissements de la commune de Ziguinchor. Il annonce que l'État va poursuivre les actions de réparation des écoles en dépit de la poursuite de la saison des pluies pour favoriser une bonne rentrée scolaire. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Assainissement. Il est avec Lamine Ba et Lamine Mandian. Nous sommes malheureusement ici à Santhiaba dans une zone où la nappe est affleurante. Et chaque année, c'est le spectacle que nous vivons à la rentrée des classes. Malheureusement, cette année encore, l'hivernage n'étant pas terminé, en plus de la nappe affleurante, les pluies continuent de tomber. Il en est tombé récemment, il y a quelques jours, hier même. La météo dit qu'on en attend encore. Donc malheureusement, nous allons peut-être vivre ou continuer d'observer
cette situation difficile. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit que l'État et la collectivité éducative, les collectivités, ici la mairie et le conseil départemental, allons mobiliser tous les moyens nécessaires pour créer les conditions acceptables pour que, dans les plus brefs délais, les élèves de cet établissement puissent rejoindre l'établissement, rentrer dans les classes et commencer leur année scolaire comme beaucoup d'autres élèves dans le pays et ici même à Ziguinchor. Je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, il ne s'agit pas seulement de donner un coup de râteau ou de ngos-ngos ou de hilaire ou de autre chose. Il s'agit après aussi de rester dans l'école pour tout ce que nous allons continuer à mobiliser ici, désherber l'école, nettoyer. Les sapeurs sont ici pour faire le pompage et on fera tout pour que les conditions soient moins difficiles que ce que nous avons observé. Tout le monde constate l'état dans lequel l'école se trouve en matière d'enherbement, mais également avec toutes les eaux qui sont dedans. Dans le sud du pays, après une journée de cette cétale conduite par le personnel de l'administration et le corps professoral, le CEM de 6 km au nord de la commune de Kolda est fin prêt à accueillir les élèves le jour de la rentrée dans des conditions normales d'hygiène et de propreté. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les professeurs, les surveillants et le principal du CEM Sikilo Nord ont démontré que Setal Sama École n'est pas qu'un dicton. De par leurs actions, ce slogan est devenu une réalité au CEM Sikilo Nord de la commune de Kolda. Effectivement, comme vous le constatez avec nous, ce matin, les professeurs et les surveillants se sont rencontrés au niveau de l'établissement pour le rendre propre. On s'est dit que essayer de rendre l'établissement propre permettra aux enfants de démarrer les cours dans de bonnes conditions. Donc l'appel du président a été bien entendu par les professeurs et les surveillants. Donc du coup, on est là pour ça. Donc, dès leur arrivée, ils vont trouver que l'établissement sera très propre. Ils verront que ce sont leurs professeurs qui ont serré la ceinture, qui ont noué les pagnes pour nettoyer l'établissement. Et nous allons les accueillir à bras ouverts avec un établissement très propre et ils vont démarrer les études dans des conditions très adéquates. Mais ils déplorent l'absence de la communauté à cette activité citoyenne. Nous déplorons le manque d'aide, de bras, des parents, des voisins. Parce que les ASC donc, utilisent le terrain pour les navétanes, pour leurs entraînements. Ils utilisent les toilettes, ils utilisent les robinets. Normalement, ils devaient être les premiers sur le terrain avant nous. Effectivement, ils ont été informés, mais malheureusement, on a constaté une absence totale. Que ce soit au niveau des ASC, que ce soit aussi au niveau des parents d'élèves. À mon avis, l'école, c'est la communauté. Le concept Ubitei Djangetei pourrait également être une réalité au CEM Sikilo Nord où toutes les dispositions utiles ont été prises. Je peux dire oui, parce que toutes les conditions sont réunies pour recevoir les élèves le lundi. On a procédé au désherbage avant l'arrivée de cette journée. On a nettoyé les salles de classe et les toilettes aussi ont été entretenues. Mieux vaut tard que jamais, nous dit l'adage. Les parents d'élèves, les ASC et les riverains du dit établissement pourraient rattraper le retard quand ils auront achevé les restants des travaux d'hygiène et d'assainissement de l'école. Vous l'annoncez également dans les titres de ce 20h. Licenciement de 44 agents du ministère des Mines et du Pétrole. Le ministre Birame Souleye Diop dit être dans ses droits. Il ne reculera pas. Des propos tenus à l'occasion de la journée de mobilisation citoyenne. C'était Al-Sonoréo au lycée Maliksi. Je vous propose de l'écouter. 298 personnes signées par les ministres qui se sont succédés au niveau du département et ils ont utilisé un fonds pour payer les salaires qu'ils ont créés. Un fonds non destiné à cela. Un fonds qui devait juste servir à d'autres activités, mais sur la base d'une caisse d'avance. La particularité d'une caisse d'avance, c'est qu'elle n'a pas vocation à durer dans le temps. Donc comment vous voulez signer un contrat alors que le ministre n'a pas autorisation, n'a pas habilitation pour signer des contrats? Plus que cela, dans le secteur des mines, il est interdit au ministère de signer des contrats à durée indéterminée parce que les activités dans le domaine sont des activités provisoires. Une carrière peut durer 10 ans. Si vous recrutez quelqu'un pour faire un travail dans une carrière et que la carrière est fermée, qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites un salarié qui ne travaille pas? Donc toutes ces raisons ont fait que quand nous sommes arrivés, on a fait l'audit, on s'est rendu compte que le fonds utilisé pour faire les salaires n'avait pas cette vocation, c'est un détournement d'objectifs. Le ministre qui a signé n'avait pas habilitation pour le faire, donc il a fait une usurpation de fonction. Les fonds qui ont servi à les payer aujourd'hui sont chiffrés à 1,052 millions de francs. Pour des fonds à l'origine fixés à 50 millions de francs. Et la dotation pour le fonds est arrêtée aujourd'hui à 818 millions. Ça veut dire qu'en 2023, pour payer ces salaires-là, il a fallu que les ministres même utilisent un autre fonds encore pour y prélever 234 millions pour compléter le montant.
Ça veut dire que de succession en succession, on prend des actes qui violent la loi pour payer des salaires dont le recrutement n'est pas sur base légale. Que vous l'annonciez en début de journal, la journée internationale de paralysie cérébrale, les parents d'élèves qui lancent un appel aux autorités en cette vieille d'ouverture des classes pour permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Ces parents veulent l'accès à l'éducation inclusive et spécialisée. Ils réclament également l'application des conventions et la baisse des prix des soins. Je vous propose de suivre ce reportage signé par Farani avec les images de Ahmadouba. Un cri de cœur à l'endroit des autorités pour leur bien-être. Les enfants atteints de paralysie cérébrale veulent aller à l'école comme tous leurs camarades dans de meilleures conditions. C'est un droit fondamental. Je lance un message à M. le Président de la République, M. Diomaye Faye, pour que nous puissions aller à l'école comme tous les autres enfants. La journée internationale de la paralysie cérébrale nous va aller pour tout le monde, pour toute notre classe. Je ferai aller à l'école comme tous nos camarades. L'école, on a d'énormes difficultés. Par exemple, un enfant, normalement dans la loi, on dit que ces enfants-là doivent aller dans l'école, à l'école la plus proche, mais malheureusement, on ne les accepte pas. Peut-être la faute ne peut pas être impactée à l'enseignant, parce qu'il n'a pas les aptitudes, il n'a pas été formé pour ça, il n'a pas les prérequis. Parce que normalement, ces enfants, non seulement les besoins sont spécifiques, mais les enseignants aussi doivent être formés pour ça. Donc, accès à l'éducation inclusive et spécialisée, une demande forte des parents, des malades. On a des enfants à besoins spécifiques, c'est des enfants paralysés cérébraux. Et l'ouverture des classes lundi, il y a des enfants qui vont partir à l'école. Et nos enfants ne pourront pas tout simplement parce qu'ils sont atteints, parce qu'ils sont malades. Et nous, on se dit que la maladie ne peut pas être un obstacle, c'est un droit fondamental. Et c'est l'État du Sénégal qui a ratifié des conventions au niveau des Nations Unies et des lois ont été votées sur le plan national. Donc qui donnent à ces enfants-là des cartes d'égalité des chances qui leur permettent de se soigner gratuitement et d'avoir accès à l'éducation spécialisée comme tout autre enfant. Donc nous nous demandons tout simplement, vu que le cadre juridique existe déjà, qu'il y ait beaucoup plus de rigueur sur l'application de ces lois-là. Paralysie cérébrale, une maladie coûteuse qui nécessite l'aide de l'État. D'argent. Déjà, l'exemple que je peux vous donner au niveau de la kinésithérapie, dans ce centre-là, il faut payer 80 000 pour faire 10 séances de kinésithérapie. Et c'est le moins cher, parce que dans le privé, ça peut aller jusqu'à 15 000. Une maman déjà qui a son enfant handicapé, lui il est doublement paralysé, il ne peut pas se déplacer. Des fois dans un couple, l'un est obligé de démissionner, d'arrêter de travailler. Moi je suis resté pendant 3 ans, je n'ai pas travaillé du tout parce que je devais m'occuper de mon fils. Pour marquer cette journée, les parents ont animé une rencontre pour sensibiliser les autorités pour dire que la prise en charge précoce permet aux enfants de retrouver la marche. Et puis à l'origine de plusieurs accidents, l'état défectueux de la route Gouloumbou-Sintian dans la région de Tambacounda est un véritable casse-tête pour les populations issues de cette zone, raison pour laquelle des jeunes issus de 34 villages qui polarisent la zone se sont mobilisés avec l'appui d'une ONG pour rabibocher des trous sur cette piste. Ils demandent à l'État de leur venir en aide. Écoutons les propos d'Abbé Antoine Diouf, interrogé par Mamadou Diouf. Nous sommes là depuis des années et nous avons vu ce que les gens endurent pour aller jusqu'à Gouloumbou, jusqu'à Tamba. Je suis nouveau dans cette localité, mais vraiment je déplore l'état de la route parce que c'est compliqué, c'est dur pour nous pasteurs de faire notre travail et c'est dur aussi pour les paysans de faire amener le produit. Et je lance un appel à toutes les autorités de nous aider. Je pense qu'il est temps parce que Nguyen, c'est une zone bananière qui produit beaucoup de bananes par an. Et si l'État pouvait nous subventionner, nous aider à ce que cette route soit réalisée, serait vraiment un grand soulagement pour la population de Nguyen et aux alentours. Ce que je peux aussi dire, c'est quoi? C'est surtout par rapport à la santé. Il y a le dispensaire des sœurs qui est à côté et chaque fois qu'on doit évacuer un malade, un patient, c'est compliqué, c'est lourd et des fois ce sont des risques que nous prenons. La distance qui ne sépare de Gouloumbou ne fait pas 30 km. Ce secteur, c'est un secteur d'avenir. Beaucoup de gens comptent sur nous, comptent sur la production des gens de ce secteur. Donc, en tant que pasteur d'âme, je renouvelle ma demande au niveau des autorités compétentes.
Allons dans le nord du pays à présent. Arrêt des travaux de réalisation des routes du Dandé-Mayo. Le ministre des Infrastructures et des Transports écarte toute considération politique dans la lenteur des travaux aux populations qui redoutaient des représailles suite à leur choix du 24 mars dernier. Et la Jimadinga dément et annonce la mobilisation de toutes les ressources de l'État pour la poursuite des travaux. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ali Bandelnian. Je pense que nous, en tout cas dans le cadre de nos missions, on ne connaît ni de couleur, ni de zone géographique, ni d'ethnie, ni quoi que ce soit. Nous connaissons une seule chose, c'est le citoyen sénégalais. Partout où il se trouve, nous allons le trouver là-bas pour lui apporter toutes les commodités nécessaires et le mettre dans des conditions de vie décentes, mais surtout excellentes. C'est ça notre objectif. Alors, vous savez, le projet d'Andemaï était à l'arrêt pendant très longtemps. Dès notre arrivée, nous avons pris les diligences nécessaires avec nos équipes pour une reprise des travaux. S'il y a en tout cas un ralentissement dans certaines zones et un arrêt, c'est dû à des raisons particulières. D'abord, l'impact environnemental. Vous savez que le Dandemaï ne laisse pas les infrastructures. Donc, il faut attendre un peu une baisse de l'eau afin de pouvoir reprendre les travaux et les faire dans les meilleures conditions. Il y avait des contraintes financières, mais le nécessaire a été fait. Les entreprises ont reçu leurs avances de démarrage. Certaines entreprises même ont bénéficié d'une solution bancaire. Donc, sur ce côté-là, les problèmes sont réglés. Il reste quelques problèmes environnementaux, mais c'est pratiquement diligenté, avec bien sûr les efforts de la GEROUTE et de la direction des infrastructures. Donc, je peux vous assurer que les travaux vont continuer. Et en plus, maintenant, des 10 ponts qui seront réalisés tout au long du Dandemaïo, je viens tout de suite d'annoncer que la demande, la requête que j'avais introduite au niveau des ministères des Finances et de l'Économie a été approuvée. Donc les travaux vont bientôt démarrer. Car pour nous, le Sénégal a subi une nouvelle secousse financière ce 4 octobre avec la dégradation de sa note souveraine par Moody's qui fait passer de B3 à B1 avec une mise sous surveillance. Cette révision à la baisse fait suite aux résultats préoccupants de l'audit des finances publiques couvrant la période 2019-2023. Selon l'économiste Sidina Bokoum, le Sénégal est effectivement confronté à un défaut de paiement dans le long terme, un état de fait qui certainement va impacter les décisions des investisseurs et des bailleurs à l'avenir. Je vous propose d'écouter Seydi Bokoum, économiste du laboratoire l'AREM de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Moody's s'est basé sur ce qu'a dit le Premier ministre en disant que le Sénégal a fait... La dette du Sénégal est de 83% et que son déficit budgétaire est de 10%. Basé sur ça, il dit que la note du Sénégal va passer qui était de BA, B majuscule A, à B1. Qui veut dire quoi? No prime. C'est-à-dire quoi? Moody's dit aux investisseurs, vous qui investissez au Sénégal, qui ont des obligations de l'État du Sénégal, faites attention, vous risquez de ne pas être payé. Parce que les obligations, quand tu as des obligations, ou eurobond, ces bons te permettent de recevoir ça dépend de comment c'est libellé, mais tu reçois des intérêts par rapport à ça. Ils disent que vous risquez de ne pas être payé. Pourquoi? Parce que le Sénégal a un problème de défaut de paiement dans le short term. Ils n'ont pas assez de liquide dans le short term dans le court terme. Donc les bons d'un an, un an, 2 ans, 3 ans, ça peut poser des problèmes. Et qu'est-ce que ça va se passer? Les prix des bons du Sénégal vont diminuer dans les marchés secondaires qu'on appelle bourse, au marché de l'occasion. Donc c'est quelque chose de réel par rapport aux communications du Premier ministre, ce qu'a dit Moody's. Et ça, le ministre des Finances l'avait dit, Abdourahmane Sarr. Il avait prévenu qu'il y aurait des conséquences sur ça, évidemment. Maintenant, il avait dit aussi que ça allait régler dans le futur. Disons dans 9, 8 mois, 1 an, le problème sera réglé. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache une chose. C'est PIB par rapport à la dette. Mais le PIB au Sénégal, c'est le PIB courant. Il y a un revising qui a été fait en 2024. Donc, la dette du Sénégal va être revue par rapport au PIB. Quand ces chiffres vont sortir, et que ces chiffres iront au niveau du FMI, et que s'ils voient que c'est les bons chiffres, mais ça va changer. Donc, je trouve que ce que Moody's a dit, mais le ministre des Finances l'avait déjà dit.
Parlons de toute autre chose à présent, avec l'association des fans fidèles de Youssou N'Dour qui ont donné plus de 120 poches de sang ce matin. C'était à l'occasion de l'anniversaire de leur idole, une manière de participer au développement du pays comme à l'image de la star planétaire. Certains sont venus de partout pour montrer leur sympathie à Youssou N'Dour. Reportage signé Pape Faraning et Ahmadouba. Ils sont nombreux ce matin à donner de leur sang pour sauver des vies. Une activité à l'occasion de l'anniversaire de leur idole. Ce sont les membres de l'association des fans fidèles de Youssou N'Dour. Pour l'instant, c'est le don de sang. On va s'annoncer pour d'autres choses, pour le développement du pays. Parce que je tiens à dire que Youssou N'Dour, c'est quelqu'un, depuis qu'il a commencé la musique, d'abord, il a commencé par montrer sa belle voix. Deux, il a créé quelque chose pour la musique. C'est notre contribution à la bonne marche du pays. Un fan de Youssou N'Dour doit donner l'exemple. Youssou N'Dour est un guide. Nous qui sommes ses fidèles fans, nous le soutenons et l'accompagnons dans ses œuvres. Pour témoigner leur amour à Youssou N'Dour, certains ont seulement entendu l'annonce pour venir donner de leur sang. Dès que j'ai eu l'information, j'ai décidé d'aller donner un peu de mon sang, par amour pour Youssou N'Dour. Je suis un fan. La plupart des donneurs viennent de Keur Massar, Diamniadio, Petit Mbao, Grand Dakar, Médina. Nous remercions Youssou N'Dour. Cette initiative est un geste de reconnaissance. Mais dama ñëw tër rek gis indice Youssou N'Dour mu nekk sama xol dafa metti sama xol. La photo de Youssou N'Dour à l'accueil m'a rempli d'émotion. J'ai toujours prié Dieu de le rencontrer avant ma mort. Face à face balaa maa dee loolu moo tax bien vrai que maa ngi yor malade mais bu ma leen gisee mënuma. Une action magnifiée par le CNTS et autres participants qui lancent un appel pour perpétuer ces activités. Ce qui est juste important à noter, c'est juste de magnifier ce genre d'initiative et d'appeler les autres associations aussi donc à faire de même. Je lui dis ça, c'est très bien. Il faut toujours pérenniser ce genre de trucs-là. Mais néanmoins, je vais venir vous assister et dire à tout le monde que ce que vous faites, il faut toujours le faire. C'est tellement bon pour les malades. Alors il faut le faire à tout instant et à tout moment. Tout en félicitant également le président Youssou N'Dour. Après cette activité pour fêter l'anniversaire du leader du Super Étoile, ladite association compte mener des actions citoyennes pour participer au développement du pays à l'image du PCA, du groupe Futur Média. Faraning, merci. Le round-up de l'actualité sportive à présent, l'arrière latéral de l'AS Jaraaf, Abdoul Aziz Ndiaye, convoqué en équipe nationale de football. Sadio Mané, double buteur en Arabie Saoudite avec son club Al Nasser. L'équipe nationale de beach soccer de son côté qui bat encore la Guinée-Bissau sur un large score. Tout cela assure avec Chersadi Boudiara. L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal engage de la confiance à 2 semaines de la CAN 2024 en Égypte. Opposée à son homologue de la Guinée en double confrontation dans le cadre de sa préparation, elle s'est imposée 2 fois. Ce samedi, dans la seconde rencontre, les Lions ont remporté la partie sur le score de 7-2. Encore un large succès après la victoire de 8-2 obtenue vendredi. Des bonnes évaluations de la préparation du Sénégal, le champion d'Afrique en titre. En handball, l'ASFA championne chez les messieurs va représenter le Sénégal à la 45e édition des championnats d'Afrique des clubs champions en hommes et en dames. Une compétition prévue du 10 au 19 octobre prochain à Laayoune, au Maroc, avec Al Ahly d'Égypte et Primeiro de Agosto d'Angola qui vont défendre leur titre respectivement chez les hommes et chez les dames. Passons au football. Un autre pensionnaire de l'AS Jaraaf est convoqué en équipe nationale selon le site des informations sportives WeSport. Il s'agit du polyvalent arrière latéral Abdoul Aziz Ndiaye. À 19 ans, celui qui est capable d'évoluer à gauche comme à droite et qui était en regroupement en équipe nationale locale est appelé en renfort par le sélectionneur intérimaire Pape Bouna Thiaw. Avec déjà la présence du gardien de but de l'AS Jaraaf,
Cheikh Londoy, Abdul Aziz Ndiaye ne sera pas dépaysé dans la tanière des Lions. Un de ses cadres, Sadio Mané, retrouve le chemin des filets dans la Saudi Pro League. L'attaquant a brillamment participé à la victoire d'Al Nassr contre Al Orouba, 3-0. Après l'ouverture de score de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané est allé de son doublé. Ses 2 premiers buts en championnat cette saison, lui qui comptait déjà 5 passes décisives en championnat. Chersadi Boudiara, merci. C'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.